Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous revoilà donc pour le focus avec quelques minutes de retard, mais bon, vous nous excuserez de cela. Notre invité donc sur le plateau ce soir, donc Didier Détouche, maître de conférence en histoire du droit. Bonsoir. Et nous aurons par téléphone le professeur Jean-Pierre Sainton, comme je l'annonçais tout à l'heure, donc spécialiste de l'histoire contemporaine et anthropologique de la Guadeloupe. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Donc ce soir, on parle de l'évolution statutaire et institutionnelle de la plantation à la Ve République. L'idée étant finalement de mettre des mots un peu sur ces réalités que nous ne maîtrisons pas vraiment, c'est-à-dire l'évolution statutaire, on en parle beaucoup en ce moment, l'autonomie, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on va voir quelques images, c'est tenu par le KSJ, un séminaire en 3 étapes. On va voir les images. Il s'est terminé le 29 décembre, pardon, mercredi. Donc, on va voir les images. Donc, on avait donc effectivement un premier volet sur l'autonomie en pratique. Donc, c'est vendredi 10 décembre. Un deuxième volet qui était sur l'État, l'Europe et l'autonomie, et le troisième qui était sur l'autonomie et les partis politiques. Vous pouvez toujours les voir en ligne, donc sur la chaîne du KJ et sur Facebook, sur la page du Coreca officielle. Voilà, donc on voit bien que c'est un thème en tout cas qui mobilise les esprits, et déjà depuis quelques années, puisque vous, Monsieur Détouche, vous avez publié un livre en 2019 déjà, qui s'intitule « Du département ». Et ici, au pays d'outre-mer. Donc on a ce soir quand même 2 spécialistes qui ont écrit largement sur les questions qui nous concernent ce soir. Donc pour rappel, le professeur Sainton, pour quelques titres, a écrit Mai 67, mémoire d'un événement en 85, Les nègres en politique, couleur, identité, stratégie de pouvoir en Guadeloupe au tournant du siècle. Donc ça, c'était le titre de sa thèse. Couleur et société en contexte post-esclavagiste en 2009, la décolonisation improbable, culture politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique de 43 à 67. Et Rosan Gérard, chronique d'une vie politique en Guadeloupe en 93 et réédité récemment en 2021. On va voir justement quelques visuels des ouvrages. Quant à M. Détouche, il a écrit L'administration du territoire en Guadeloupe. Donc vous avez dirigé du département au pays d'outre-mer le choix de l'autonomie pour la Guadeloupe en 2019 et le tout dernier manifeste pour l'autonomie alimentaire avec Cécile Madassami en 2021. Donc tout un programme, ça va nous permettre, je pense qu'on a matière à discuter ce soir. Donc déjà, on va revoir juste quelques petites images de l'actualité brûlante du jour. Je sais que M. Sainton était sur le terrain. L'arrestation d'Élie Domota, sa libération à 18h30. On regarde quelques images rapidement. Élie Domota est à terre. Pourquoi là? Élie Domota est à terre. Élie Domota est à terre. On ne va pas vous montrer l'intégralité des images, elles sont disponibles donc sur la page Facebook de Canal 10. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite réaction? Monsieur professeur Sainton, vous étiez sur le terrain à Pointe-à-Pitre. On peut avoir une réaction succincte des événements. Une réaction de toute façon partielle, puisque j'étais effectivement devant tout à l'heure le commissariat central de Pointe-à-Pitre, où il y avait une foule de militants syndicaux, de militants politiques, de Guadeloupéens, de gens qui se rassemblaient et qui attendaient la décision. Et puis elle est tombée ce soir assez rapidement. Et donc je suis venu quasiment pour cette émission. Mais je crois qu'effectivement le débat que nous aurons ce soir, il aurait pu être annulé, il aurait pu très bien se faire en fonction de l'évolution de la situation, ça il faut le savoir. Et deuxièmement, la situation nous le rappelle,
ça ne peut pas être un débat académique. Même si c'est entre spécialistes d'une question, mon collègue qui touche historien du droit, et moi-même qui suis historien des phénomènes sociaux, des phénomènes politiques et des phénomènes culturels, principalement en Guadeloupe et en Martinique, on ne peut pas l'aborder simplement du point de vue, j'allais dire, académique, du point de vue abstrait. Et à la limite, ce qui s'est passé aujourd'hui, on nous rappelle que avant de discuter des questions d'autonomie, je le disais tout à l'heure peut-être, c'est bien parce qu'il se pose à la base un problème politique. J'expliquerai ce que je veux dire tout à l'heure. Tout à fait. Donc c'est justement à la lumière de ces événements que la discussion de ce soir a d'autant plus de valeur pour nous permettre aussi de faire le lien justement entre ce que nous vivons aujourd'hui et l'histoire, puisque s'il s'agit effectivement d'histoire, de nous remémorer ou peut-être de vous... C'est un peu, on va dire, une rencontre un peu pédagogique en fait avec le public pour donner quelques éléments, en tout cas matière à penser. Donc déjà, première question que je vais adresser à Monsieur Détouche. Quelle est la différence entre évolution statutaire et évolution institutionnelle? Alors, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mon collègue et ami Jean-Pierre Sainton. Nous sommes effectivement, je prends la balle au bon, mais pour dire que nous sommes dans un contexte d'actualité particulier, un contexte particulièrement effervescent, dramatique par moments, et qui nous interpelle tous, citoyens guadeloupéens. Nous avons une histoire, effectivement, qui est là pour éclairer, mais qui singulièrement ressurgit à travers de nombreux cas et faits que nous voyons se dérouler, se déployer depuis un certain nombre de semaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien évidemment, il y a au cœur donc de ce contexte relativement sombre, il y a les rapports de l'État et de la Guadeloupe, des rapports donc passés entre une métropole et sa colonie, et ensuite entre un État-nation et l'un de ses territoires. Et puis, il y a bien évidemment aussi l'histoire du peuple qui vit à l'intérieur de ce territoire, sur ce territoire qui le fait vivre et qui se rend bien compte depuis quelques années qu'il y a dans la recherche d'une dynamique politique visant à permettre son épanouissement, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de faux-semblants. Et donc se pose finalement, depuis des années, mais se pose avec acuité encore aujourd'hui, par bien des moyens différents, certains politiciens, donc des moyens politiciens, d'autres des moyens plus intellectuels, des moyens littéraires, des moyens sociaux, etc., se pose la question du devenir de ce peuple et du devenir de ce territoire au sein de cet État-nation qu'est la France, et aussi de son ensemble, de son entité juridique qu'est la République. C'est donc pour cette raison qu'on voit fleurir de nouveau des débats sur l'évolution statutaire ou l'évolution institutionnelle à travers le prisme du concept d'autonomie, du mot d'autonomie qui a été lâché il y a quelques semaines par le ministre d'Outre-mer. Mais j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait que non seulement effectivement vous avez des chercheurs ou des auteurs qui avaient travaillé sur cette question, qui ont publié, moi effectivement c'était en 2019, mais vous avez aussi un contexte politique particulier où un mouvement politique s'est présenté, une organisation politique s'est présentée aux élections régionales, élections importantes pour la Guadeloupe, et a obtenu un certain nombre de suffrages dont le score montre une vraie émergence ou réémergence, ça dépend comment on voit les choses, de la question identitaire, de la question statutaire, mais également de la question plus générale du devenir politique de la Guadeloupe, dans lequel on peut trouver à la fois la question de la souveraineté et on peut également trouver la question donc de l'appartenance à la République française et de la citoyenneté française. Donc,
C'est un débat ancien, mais c'est un débat, alors qu'il y a une nature très récurrente, mais c'est un débat qui est toujours en arrière-plan, à la fois du débat politique, du débat public, mais aussi, quelque part, de notre conscience de citoyen insulaire. Il est important, effectivement, de faire une précision sur les deux notions. L'évolution statutaire n'est pas l'évolution institutionnelle, mais l'évolution institutionnelle peut sous-entendre une évolution statutaire. Alors, une évolution statutaire, c'est dans le droit public français une transformation ou un changement du statut juridique et constitutionnel, juridique de point de vue législatif et de point de vue du régime administratif et législatif de la Guadeloupe, parce qu'il y a un régime législatif qui s'applique à la Guadeloupe, et du statut donc uniquement constitutionnel, c'est-à-dire de la place dans le texte juridique suprême qu'est la Constitution, du territoire de la Guadeloupe, ou alors ou de la catégorie juridique de population ou de peuple reconnu aux Guadeloupéens. Donc, c'est une évolution qui suppose un processus. Qui déclenche ce processus? Le plus souvent, et jusqu'ici, c'est le président de la République, que ce soit sur demande d'élus ou que ce soit sur une demande qui pourrait être de nature plus populaire ou structurée à travers un référendum qui reste une consultation populaire. Et il y a l'évolution institutionnelle qui, elle, suppose une transformation des autorités, des institutions chargées de faire de la gestion des affaires publiques, que ce soit de point de vue politique ou de point de vue administratif, que ce soit de point de vue semi-local, comme par exemple une intercommunalité, ou alors de point de vue global, local, c'est-à-dire la région ou le département. Il faut savoir qu'on a 3 grands niveaux d'administration et de gestion publique, de gestion politique. Historiquement, c'est la région, mais qui est la plus récente de ces institutions, qui date de 1972. Et vous avez le département, qui est très ancien, qui date de la Révolution française, et la commune. Avec ce triptyque, vous avez vu ajouter dans les institutions, et toujours pour rester dans l'évolution institutionnelle, plusieurs formes différentes d'administration, à la fois l'administration déconcentrée, avec donc des services de l'État présents sur place, des établissements publics, d'intercommunalités. Vous avez également il faut les mettre dans le lot des organismes ou des entreprises qui ont des missions de service public. Vous avez également, alors par exemple, un établissement public comme l'établissement public foncier, qui a aussi une mission de service public sans être de nature d'entreprise. Vous avez également comment dirais-je, plusieurs formes d'intercommunalité. Vous avez, alors la communauté des communes de Marie-Galante n'a pas tout à fait le même statut que la communauté, par exemple, du Nord-Grande-Terre. Mais ce sont des intercommunalités, et vous avez en France hexagonale donc des métropoles, etc. Bon, et des communes nouvelles et autres. C'est ça, ce sont ces institutions qui sont concernées par une évolution institutionnelle. C'est comment est-ce qu'on change l'ordre des compétences, l'ordre hiérarchique, le nombre, ou qu'on l'étend ou qu'on le restreigne, de ces institutions. Et dans le débat public, l'évolution institutionnelle est toujours perçue comme le fait de réduire en fait région, département en tout cas, en une seule assemblée, une assemblée unique. Mais c'est pas parce que vous aurez une assemblée unique avec des compétences liées ou fusionnées que vous aurez une évolution statutaire, c'est-à-dire un changement de la nature juridique du territoire guadeloupéen au sein de la Constitution française, c'est-à-dire soit un régime plus large, législatif, où au niveau du territoire, les institutions principales pourront prendre des mesures de nature législative et ou réglementaire, ou changer de régime législatif, c'est-à-dire entrer dans un article 74 avec une spécialité législative où on peut faire effectivement des lois, ou être dans l'article 73 où on peut avoir quelques compétences normatives sans pour autant que ça ne soit pas le droit commun français qui s'applique en Guadeloupe, comme c'est toujours le cas actuellement. Donc, évolution statutaire et évolution institutionnelle sont 2 processus juridiques différents qui ont une origine et une source toujours politique et qui demandent un processus et un temps plus ou moins long. Et jusqu'ici,
en Guadeloupe, il n'y a pas eu, depuis 1946, d'évolution statutaire. En Guadeloupe, il n'y a eu que des évolutions qui suivaient le cours des lois de décentralisation. D'accord. Donc, effectivement, on va revenir sur 1946, la départementalisation. Professeur Sainton, alors, on a l'aspect tout, on va dire qu'on a eu l'aspect juridique, juridique. Est-ce qu'on peut revenir justement sur, vous me parlez des caractères fondamentaux d'une société esclavagiste? Oui, alors, ça c'est plutôt mon domaine et je voulais faire le lien sur un aspect, un mot qu'a employé Didier Destouches en parlant d'arrière-plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si justement la question de l'autonomie est toujours en arrière-plan ou bien toujours en arrière-plan, c'est parce qu'au départ, elle se pose du fait de la nature même du rapport entre, disons, deux entités. L'entité Guadeloupe, on pourrait dire l'entité Martinique, Guyane ou Réunion, par exemple, et l'entité de la France. Donc ça, c'est un rapport avant d'être juridisé sous une forme quelconque statutaire ou institutionnelle, c'est un rapport et c'est un lien qui est de nature politique, qui est de nature fondamentalement politique, qui est de nature économique, qui est de nature sociale, qui est de nature culturelle. Mais disons que le politique englobe tout, c'est un lien qui est de nature politique. Autrement dit, s'il se pose aujourd'hui, comme hier, une question sur l'autonomie de la Guadeloupe, c'est parce que la question se pose. On ne poserait jamais la question de l'autonomie de Paris. On ne poserait pas la question de l'autonomie du Poitou-Charentes. On ne poserait pas la question de l'autonomie d'une province intégrée depuis longtemps dans le corps social ou le corps national français. Alors c'est pas par contre, c'est posé la question de l'autonomie de la Corse. Mais c'est précisément parce qu'il y a bien un peuple corse. Et il y a bien une entité corse qui a existé, qui a préexisté même à son achat par la France ou à la Bretagne, etc. Mais restons dans notre cas de figure. Dans notre cas de figure, notre lien avec l'entité politique qui est la France s'explique par deux matrices. La première matrice, c'est la colonisation. La colonisation et la deuxième matrice, c'est l'esclavage. Ce sont ces deux matrices qui ont fait notre société, qui ont fait notre corps social et qui ont fait le peuple guadeloupéen. Le peuple guadeloupéen in situ, c'est-à-dire situé ici. Et si se pose cette question-là, c'est parce que précisément, il y a eu de toute façon un rapport externe. Il y a eu une entité sociale, un corps social, et dominé, puisque naturellement, vous avez bien compris que dans le rapport esclavagiste et dans le rapport colonial, il y a une entité dominante et une entité dominée. Dans l'ordre chronologique des choses, puisque si on veut parler d'histoire, c'est la colonisation qui s'est donnée comme moyen d'exploitation de la colonie, l'esclavage. Et ça a commencé très tôt, dès la colonisation. Ça s'est poursuivi XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, donc ça fait des échelles, du point de vue historique. XIXe siècle, il y a eu, bon, on peut en parler peut-être, mais ça c'est peut-être le sujet à côté, la première abolition de l'esclavage de 1794. Il y a eu ce que la Guadeloupe a été le seul pays, avec la Guyane, à connaître, c'est-à-dire une remise en esclavage. Et puis il y a eu 1848. Mais 1848 n'a pas aboli. Je voudrais que tout le monde comprenne ça très bien. Ce n'est même pas une question idéologique, c'est une question historique que bien des gens qui connaissent l'histoire partagent. 1848 n'a pas aboli, elle a aboli le rapport esclavagiste formel. Mais on peut dire que jusqu'au XXe siècle, au moins jusqu'à une bonne partie du XXe siècle, le rapport esclavagiste social, sociologique, idéologique est resté dans notre société. Ça, c'est une première chose qu'il faut bien comprendre. Et la deuxième chose qu'il faut également bien comprendre, c'est que le rapport colonial, il s'est transformé. On est devenu en 1946 un département intégré. D'ailleurs, c'est toute une histoire très intéressante à voir, parce que avant qu'on invente, parce que ce sont des inventions, on invente le terme département d'outre-mer, il y a eu bien des débats au sein de l'État central pour savoir quel terme il fallait employer pour désigner, pour habiller ce nouveau type de rapport qui était instauré entre la Guadeloupe et la France. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dès l'instant qu'existe ce type de rapport-là entre deux formations sociales qui sont différentes, deux sociétés qui sont différentes, la question de la rupture ou de l'autonomie du corps social dominé se pose dans le fond, se pose dans les faits.
Donc ce n'est pas une question inventée par les trois coloniaux, ce n'est pas une question, c'est une question qui se pose dans le fond et qui, de temps en temps, va être habillée de façon différente. Elle va être tout à fait aussi manipulée de façon démagogique. Juste un point avant, pour ne pas parler trop long. Historiquement, les premiers autonomistes ont été les blancs créoles esclavagistes. On y revient justement tout à l'heure. Quand on revient sur la question de l'autonomie, justement, je voulais que M. Détouche réagisse à ce que vous venez de dire, mais je rajoute justement quelques questions par rapport aux textes de loi, justement, qui ont, on va dire, régi les corps, en fait. Je voulais bien dire les corps noirs, les esclavagisés donc, en Guadeloupe. Nous, les individus donc, sur la plantation, donc il y a eu les codes noirs, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu le décret du 4 février 1794. Il y a eu l'arrêté Richepens, dont peut-être qu'on connaît moins. On connaît beaucoup le Code noir, peut-être moins l'arrêté Richepens. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces textes de loi ? Ces textes de loi sont exactement le symbole de ce que disait Jean-Pierre Sainton. C'est-à-dire que dès l'origine, le mot clé pour comprendre la relation qui va s'instaurer entre la France, le Royaume de France, et les territoires situés en périphérie ou outre-mer, ou bon, comme on veut, en tout cas coloniaux, à l'époque, c'est le mot exploitation. Exploitation économique. Et Jean-Pierre a tout à fait raison de vous dire que c'est à l'origine une matrice politique, fondamentalement, et économique. Je sais qu'il est très soucieux de laisser son importance à l'histoire économique par rapport à l'histoire politique, effectivement, mais c'est, dans le cas de la Guadeloupe, très clairement une matrice politique et économique liée au mode d'exploitation qui va revêtir différents aspects, la traite, l'esclavage, l'exclusif colonial, des textes donc que vous avez cités qui pour la plupart sont des textes qui maintiennent un carcan esclavagiste parce que l'esclavagisme est un système d'exploitation de l'homme par l'homme dans le but de générer des richesses profitant à l'un de ces hommes. Vous avez également le système de la colonisation qui, dans le premier temps, c'est-à-dire il y a eu deux vagues de plus ou moins colonisation. Dans le premier temps, c'est une colonisation qui n'est pas tant géopolitique que économique, encore une fois. Il s'agit de s'assurer des terres qui permettront d'enrichir la métropole. Sauf que les colons, eux, vont progressivement penser à s'enrichir d'abord eux-mêmes. Donc on va avoir un retournement, un peu de situation où un certain nombre de textes juridiques, comme le Code noir, paradoxalement, même si et c'est bien sûr inhumain, mais met le statut de l'esclave comme un statut de chose, mais c'est un texte qui vise à réduire le pouvoir des colons sur les esclaves. Et donc, on a des textes qui ont pour but d'encadrer ce phénomène de domination d'un territoire sur un autre, mais aussi le phénomène de domination d'un peuple sur un autre qui n'est pas encore constitué, mais qui va effectivement se constituer dans ces deux terreaux que sont l'esclavage et la colonisation, et un terreau qui va donner une société qui naît dans des drames, la plupart du temps épouvantables, mais aussi des sources d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu dans cette époque des temps modernes, la Révolution française en 1789, qui, bien qu'étant globalement, vu du côté des révolutionnaires français, une colonisation qui a pour but de toujours servir les intérêts de la France, mais cette fois-ci d'un État-nation qui naît petit à petit et qui permet de donner aux bourgeois en France le pouvoir politique qu'ils n'avaient pas, eh bien, vous avez des textes qui montrent une introduction d'une certaine forme d'humanisme déjà et de concepts qui vont être ceux du légicentrisme français, c'est-à-dire la loi c'est tout, de l'égalité des citoyens, y compris avec les citoyens de couleur, de l'égalité avec ceux qui vont être affranchis, avec ce qu'on appelle la liberté générale, qui est donc la première abolition de l'esclavage, avec d'abord Saint-Domingue, ensuite en 1793, et puis ensuite 1794, février 1794 pour la Guadeloupe.
et qui entraîne un processus juridique de première départementalisation également, à laquelle j'ai consacré ma thèse de doctorat, et qui montre qu'en fait, sur place, le droit prend une dimension réelle parce qu'elle permet de rêver, d'espérer une intégration dans la République, de pouvoir être un citoyen, de bénéficier des nouveaux droits qui viennent d'être proclamés, les droits de l'homme, et de pouvoir espérer, pourquoi pas, eh bien, petit à petit devenir un territoire qui n'est plus une colonie, mais qui est partie prenante de grand État-nation qui serait la France républicaine de l'époque. Alors, petite parenthèse, je ne vais pas lui prendre ses mots dans sa bouche, mais c'est vrai qu'en 1787, juste avant la Révolution française, vous avez des volontés d'autonomisation du pouvoir politique de la part des colons eux-mêmes, et une volonté qui a failli être ratifiée effectivement par le roi. Le roi Louis XVI, qui lui était plutôt vraiment sous la férule des lobbies colons de l'époque. Alors, de 1789 à 1802, il y a quand même un espoir qui naît, mine de rien, à tel point que vous avez effectivement une volonté de la part d'hommes, notamment comme Delgrès Ignace, de refuser le rétablissement du régime colonial voulu par Napoléon et ses amis colons. L'arrêté Richefort. Voilà. Et donc, vous avez quand même une volonté d'adhérer quelque part plutôt à la République, plutôt qu'au consulat et à l'Empire. Et moi, je trouve, enfin, je fais partie de ceux qui pensent que vous avez, dès cette époque, une volonté de ceux qui habitent, qui vivent dans les colonies, quelle que soit leur couleur de peau, d'utiliser le droit pour pouvoir acquérir de la liberté, de l'égalité, et pourquoi pas pouvoir aussi participer à l'éventuelle prospérité de l'île. Maintenant, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, maintenant la question de l'égalité a été posée peut-être avec tellement de force et de virulence qu'elle essaime toute l'histoire de la relation entre la Guadeloupe et la France hexagonale, mais globalement aussi les anciennes colonies françaises, puisque l'on voit que ce sont les revendications d'égalité sociale qui vont d'abord conduire à la départementalisation, puis ensuite servir d'appui à des demandes, parce que l'égalité n'est pas suffisamment obtenue, et bien à des demandes donc de régime constitutionnel et législatif plus souple, plus étendu, et permettant donc d'avoir un rattrapage entre la Guadeloupe et la France hexagonale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Avant de revenir au professeur Sainton, justement, sur la question de cette autonomie qui était déjà d'actualité au XVIIIe siècle. Oui, déjà. Tout à fait, oui. Mais de la part des colons, ça, il faut bien le préciser. Est-ce qu'on peut... Une question qui est pertinente, selon moi, c'est... Avant la départementalisation, entre l'abolition et la départementalisation, quel est le statut, en fait, des habitants guadeloupéens? C'est-à-dire, ils ne sont plus esclavagisés, mais ils ne sont pas français, ils ne sont pas citoyens français. Comment on les appelle? Alors, les citoyens qui sont affranchis sous le joug de la liberté générale deviennent citoyens dans les anciennes colonies. Sauf qu'il va y avoir une deuxième période de colonisation, où là, on va inventer le statut notamment de l'indigène et qui va frapper, en fait, ceux qui habitent dans les grands territoires africains ou autres de l'Asie qui ont été colonisés. Mais le nombre de nouveaux citoyens, on dit les nouveaux libres, en fait, c'est le terme juridique exact, sera pendant longtemps très inférieur à ceux qui, jusqu'à 1848, en tout cas à ceux qui sont esclaves. Et puis, progressivement, à partir de 1848, se met en place un statut un peu hybride jusqu'à 1946, où vous avez une liberté qui est acquise.
mais vous êtes toujours dans un régime, entre guillemets, de ségrégation, enfin je ne sais même pas pourquoi je mets des guillemets d'ailleurs, mais un régime de ségrégation et de séparation entre les Noirs et les Blancs, et qui va persister même un peu après 1946, parce qu'il n'y a pas la même égalité de droit, parce qu'il n'y a pas la même égalité de statut, et c'est vrai que la citoyenneté pleine et entière, en réalité, s'acquiert à partir de 1946. Mais bon, Jean-Pierre pourra vous en dire un peu plus. Professeur Sainton, est-ce qu'on peut réagir sur ça, puis on va embrayer du coup sur la question des autonomies? Oui, enfin, je veux bien sûr revenir sur un aspect, parce que il me semble, si on ne porte pas cet éclairage-là, on peut avoir quelques confusions. Encore une fois, la question de l'autonomie ne se pose pas en soi, simplement en soi. Elle n'est pas suspendue comme ça en l'air. Elle se pose par rapport à un type de rapport. J'ai dit tout à l'heure que notre rapport constitutif a été fait dans deux matrices, une matrice colonisation et une matrice esclavage. La colonisation, elle s'imposait par l'État central français, d'abord monarchique et ensuite républicain, elle s'imposait à tout le corps social, y compris les colons. Et c'est pour ça que les colons souhaitaient davantage de liberté locale pour pouvoir exploiter à leur guise ce qu'ils considéraient comme leur bien. Leur bien, ce n'était pas simplement le sucre et le terre, c'était aussi les esclaves, les hommes esclavisés. C'était cela. Et en particulier, il y a eu ces tentatives d'autonomie des colons au moment de la Révolution française, où que précisément ils s'affranchissent du joug de l'État tutélaire pour pouvoir avoir leurs règles, pour pouvoir établir leurs règles à l'intérieur de la colonie, tout à fait librement. Bon, donc ça c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre, parce que ce qu'on a appelé historiquement, et on va comprendre ce que ça signifie, les hommes de couleur, c'est-à-dire ceux qui étaient issus directement et indirectement de la masse des esclaves, eux, ils vont rentrer dans la question de l'autonomie très tardivement, au XXe siècle. Parce que dans le rapport colonial, les rapports de classe, de race, de domination étaient essentiellement liés à la matrice esclavagiste. Pas simplement coloniale, à la matrice esclavagiste. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre pourquoi, historiquement, dans notre cas, il y a eu également cette confusion où, pour certaines élites, la République française centrale, dont en plus elle avait aboli, c'était le seul territoire colonial qui avait aboli l'esclavage de façon tout à fait démagogique et ponctuellement, en 1794. Ça, c'est un point d'histoire sur lequel on va revenir. Et donc, pour comprendre pourquoi il y a eu cette ambiguïté constante et cette croyance dans la République, cette croyance dans des institutions extérieures qui pouvaient leur apporter l'égalité, la liberté et peut-être aussi en surpoids la fraternité, alors que les rapports externes mais aussi internes restaient profondément inégalitaires et profondément marqués, doublement marqués, je dis, par cette matrice coloniale, cette matrice esclavagiste. Effectivement, dans notre histoire, dans notre formation historique, politique et donc idéologique, dans la façon de concevoir les choses, l'ambiguïté de 1848 est fondamentale. L'ambiguïté de 1848 est fondamentale puisque la Seconde République abolit l'esclavage et donne la citoyenneté. Abolit l'esclavage et donne le droit de vote aux nègres. Ce qui était quelque chose d'inédit dans le monde à ce moment-là. Et ce qui fait que les colonisés français ont cultivé, la France a cultivé avec ses colonisés français une certaine singularité, et les colonisés français ont cultivé avec leur métropole une certaine singularité, mais qui n'a cependant jamais effacé ni le rapport de domination, ni le rapport d'extériorisation par rapport à la prise en charge du corps social. Les colonies anglaises vont avoir une évolution un peu différente. Donc, ça explique, mais ce serait trop long de la développer, ça explique ce que j'appellerais l'illusion de la départementalisation. Ça explique l'illusion de 1946. Et ce qui fait aussi qu'il faut bien comprendre qu'il y a encore aujourd'hui, au XXIe siècle, puisque nous sommes entrés au XXIe siècle, et deux types de contradictions à résoudre. Celle de la colonie et celle du rapport. Alors, il n'est plus l'esclavagiste, évidemment, mais celle de toutes les empreintes, si vous voulez, de ce rapport de possession d'une personne. Ce qui fait que la loi générale,
elle n'a jamais été appliquée, la loi générale française, c'est-à-dire le droit commun, ce que les historiens ou les juristes appellent le droit commun. Le droit commun, c'est toujours opposé à un droit spécifique. Et ce droit spécifique est resté, avant que les hommes de couleur l'investissent, est resté au service des dominants. Et la rupture se fait au début du XXe siècle avec un personnage dont je voudrais qu'on parle, au moins dire deux mots, c'est Achille René-Goineuf. Oui. Achille René-Goineuf, c'est l'un de ceux qui va porter au Conseil général, mais aussi dans sa pratique politique, pas simplement dans les textes, dans ses propositions politiques d'organisation de la Guadeloupe, au plan économique, au plan social, au plan administratif, qui va porter une revendication, alors il ne l'appelle pas autonomiste, mais qui est de nature autonomiste, c'est-à-dire de renforcer le pouvoir local, mais aussi la prise directe des hommes issus de l'esclavage, la prise directe de la société, de l'économie, etc. Alors bien sûr, ces idées, ces initiatives portent la marque de son époque, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que la question d'un pouvoir, d'une Guadeloupe dirigée par les Guadeloupéens et dirigée par la majorité sociale des Guadeloupéens se pose. Alors je voudrais aussi dire deux choses qui me semblent importantes. C'est pour que l'autonomie, le mot ne soit pas mis à toutes les sauces. L'autonomie, c'est quand on pose une formule, si vous voulez, qui concrétise un contrat ou un rapport. Mais encore une fois, la question qui se pose réellement, c'est la question de la souveraineté. Oui. Donc, autrement dit, qu'est-ce que signifie la souveraineté? Ce qui signifie la souveraineté, c'est la capacité de décider souverainement de ce que l'on doit être et de ce que l'on fait, des lois, par exemple, des règlements, des organisations économiques, des organisations sociales. Et quand on dit souverainement, c'est-à-dire que la décision est concertée et prise à l'intérieur du corps social et non pas à l'extérieur et imposée de l'extérieur. Donc oui, la question de la souveraineté, elle est donc fondamentale quand on parle d'autonomie. Donc est-ce qu'on peut réagir dessus? Donc la question de l'autonomie et de l'indépendance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Autonomie, indépendance, être autonome, enfin en tout cas un territoire autonome ne veut pas dire qu'on sera indépendant. Est-ce qu'on sera souverain? Ça, c'est encore une autre question. Alors. D'accord. Alors, il y a juridiquement, mais aussi politiquement, de façon générale et de façon synthétique, parce qu'on pourrait rentrer dans bien des détails et là avoir toutes sortes de divergences à la fois théoriques, mais aussi idéologiques. Mais il y a globalement trois cadres de relations entre la Guadeloupe et la France. Vous avez un premier cadre où la Guadeloupe est considérée comme étant à part entière un territoire sur lequel s'exercent exactement les mêmes droits qu'un département de France. C'est la départementalisation. Et même si effectivement, malheureusement, dans l'histoire, on a vu que l'égalité des droits ne suivait pas, loin s'en faut, dans un certain nombre de matières, à partir de 1946, date de la départementalisation, eh bien, vous aviez quand même un déploiement institutionnel qui était exactement le même que ceux de certains nombres de départements, que ceux des départements français, à quelques exceptions près. Donc l'école, les communes, etc. Bon. Il y a le deuxième cadre, qui est le cadre dans lequel on peut mettre ce que moi j'appelle les autonomies, qui sont un cadre un peu hybride où, quand vous avez l'autonomie, vous êtes dans le cadre français, mais vous partagez, à géométrie plus ou moins variable, un certain nombre de compétences normatives que vous choisissez la plupart du temps, ou qu'on vous octroie aussi, selon le cas. Vous avez des territoires qui sont régis par ce type de cadre. Vous avez la Nouvelle-Calédonie, qui a une autonomie aboutie. La Polynésie française, qui a une autonomie, mais qui reste quand même sous le giron administratif français. Vous avez Saint-Barthélemy,
Saint-Barth et Saint-Martin, ou Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Saint-Martin ayant un embryon d'autonomie, mais restant une collectivité de droit commun, et Saint-Barth naviguant entre une autonomie fonctionnelle et une autonomie administrative. Tout ça, c'est du jargon juridique, mais il faut retenir l'idée que vous avez une capacité à pouvoir décider dans un certain nombre de domaines, tandis que d'autres domaines restent de l'apanage, de la propriété de l'État. Donc, par exemple, dans l'autonomie, vous avez les droits sociaux qui s'appliquent. Vous avez la même monnaie. Vous avez la nationalité française, etc., etc. Par contre, vous pouvez avoir un gouvernement guadeloupéen, une représentation de la Guadeloupe à l'international, un drapeau guadeloupéen, la capacité de faire des lois dans des domaines concernant le foncier, la fiscalité, le commerce, les douanes, qui ont un rôle aussi, le système douanier très important en termes de marché intérieur. La capacité également d'avoir, dans le domaine sportif, par exemple, une équipe qui représente la Guadeloupe dans des manifestations internationales. Alors ça, c'est le deuxième cadre, celui de l'autonomie. Et puis, vous avez un troisième cadre qui n'est pas... qui est un cadre, en fait, qui reste un cadre, mais qui est un cadre de rupture entre le territoire et la République française, où il y a effectivement une souveraineté qui est soit conquise, soit octroyée, mais qui en tout cas fait que vous décidez seul et que vous évoluez seul. Je donne un exemple, c'est par exemple la République de Barbade qui a coupé désormais tout lien avec la couronne anglaise, avec le Royaume-Uni et avec le Commonwealth. Mais ça n'oblitère pas les liens culturels que vous avez. Ça n'enlève pas le fait que vous parlez français, que vous avez une histoire en partie française. Par contre, ça vous permet d'exister pleinement dans le monde en tant que peuple avec un pouvoir politique, législatif, judiciaire, etc., qui vous appartient en tant que peuple. Dans le cadre de la Guadeloupe, c'est une troisième forme de relation parce que même si on était indépendant, compte tenu des contingences actuelles mondiales, ça ne veut pas dire qu'en étant indépendant, on n'aurait pas toujours un certain lien, qu'il soit économique ou politique ou culturel, avec la France. Sauf que là, vous êtes aux manettes, c'est vous qui pilotez. Donc il y a ces trois phases et le stade, je reviens à l'autonomie. L'autonomie peut être plus ou moins large. On parle de souveraineté partagée, par exemple en Nouvelle-Calédonie. Je fais partie des juristes qui pensent qu'une souveraineté ne se partage pas. Elle est une et entière. Par contre, vous avez des pouvoirs qui se partagent. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, par exemple, qui peuvent se partager à partir du moment où ils rentrent dans un cadre juridique précisé et accepté par tous. À côté de tout cela, vous avez une question politique fondamentale qui est la question de la décolonisation des peuples. Parce que la Guadeloupe fait partie d'une histoire qui est l'histoire coloniale et étant, de toute façon, qu'on le veuille ou non, et quel que soit le terme juridique qu'on peut mettre comme population, mais en réalité, quand vous avez une histoire qui est la nôtre, vous avez effectivement un peuple, l'existence de peuple sur un territoire insulaire. Après, reste à savoir quel choix qu'il fait. Et la question de la décolonisation est une question qui se pose politiquement au niveau international. On nous a retiré ce droit de pouvoir poser cette question-là, mais elle demeure de toute façon quelque part d'actualité quand on considère que la Guadeloupe fait partie de ces territoires et que les Guadeloupéens font partie de ces peuples qui sont nés dans une histoire coloniale. Et donc, c'est pour ça que nous sommes arrivés à une situation où on parle de néocolonialisme, par exemple, où on se demande si un préfet agit comme un gouverneur ou pas pire qu'un gouverneur, parce qu'en réalité, il y a énormément encore de traces de ce passé colonial que décrivait, de ce cadre
de mélange du système esclavagiste d'exploitation et le système colonial, qui fait que vous avez effectivement une mémoire, une histoire, mais aussi une actualité qui reste en prise avec cela, parce que c'est une question qui doit être résolue d'une façon ou d'une autre, au-delà de l'utilisation politicienne qui a pu en être faite. Tout à fait. Alors, professeur Sainton, vous aviez écrit La décolonisation improbable. Alors, justement, monsieur Détouche vient de nous expliquer que la décolonisation est encore à faire, justement, pour nos territoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement, par rapport à la question de l'autonomie et de la décolonisation a priori improbable jusqu'à aujourd'hui? Bien. Alors, c'était effectivement le titre d'un des derniers ouvrages que j'ai publié. J'ai dit improbable, hein, j'ai pas dit impossible. Et j'ai pas dit impossible, j'ai pas dit qu'elle n'arrivera pas. J'ai étudié l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire politique de la Martinique, et j'ai dit le terme improbable comme une improbabilité mathématique. C'est-à-dire que, si vous voulez, la probabilité mathématique est improbabilité mathématique, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver, mais qu'on ne voit pas arriver, mais qui peuvent arriver à n'importe quel moment, mais dont on ne prévoit pas qu'elles puissent arriver, parce qu'en même temps, il y a des facteurs contraires. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que nous sommes encore dans cette situation. Ça va être quelque chose, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand je discute avec, par exemple, des collègues de West Indies, de Barbade, de Trinidad, de Jamaïque, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas notre situation. Alors, parfois, ils peuvent avoir un commentaire là-dessus. Je pense que vous avez également, aussi bien Stéphanie que Didier Détouche, cette expérience-là. Discuter avec des étrangers, notamment de la Caraïbe, ils ne comprennent pas notre situation. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous suivions les programmes français? Comment est-ce possible que nous suivions les lois françaises? Comment est-ce possible que ce soit... Comment est-ce possible? Alors, bien sûr, il y a des aspects qui leur sont très intéressants, notre situation, la sécurité sociale, etc., parce qu'ils ont une expérience même sociale. Mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et beaucoup, bon, ils ne disent pas franchement, mais ils nous prennent pour les... Bon, ouais. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai parlé de deux points fondamentaux, celui de la colonisation et de l'esclavage. La colonisation se résout par la souveraineté. L'esclavage se résout par l'émancipation. Et ces deux clés-là ne sont pas résolues. L'esclavage est passé, on peut le dire passé. On peut le dire aussi, si on veut se faire plaisir, que la colonisation est passée, que nous sommes dans un département avec, disons, pour l'essentiel, des lois disons, qui seraient similaires. Mais nous savons très bien que la question de l'émancipation se pose. Et se pose au quotidien. Et nous en avons un exemple dans l'actualité tout à fait présente en Guadeloupe. Alors, à quoi c'est dû? Et vous m'avez posé la question, à quoi c'est dû? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mettre les Guadeloupéens sur un lit d'hôpital psychiatrique pour analyser le cerveau des Guadeloupéens, pour savoir qu'est-ce qui ne tourne pas rond, comment c'est-il que nous ayons des positions adhérentes. J'aurais bien envie d'inverser le problème et de mettre un peu la culture politique française et l'histoire de la République française sur un lit ou sur un canapé de psychiatre pour analyser ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, regardez bien une chose, les grandes puissances coloniales, je vais être tout à fait dans les objectifs, l'Angleterre, l'Espagne, la France, par exemple, la Hollande, historiquement, ce sont les 4 grandes puissances coloniales, le Portugal. Le pays, la nation, l'entité politique qui a eu le plus de mal à décoloniser, c'est la France. Elle a eu le plus de mal à décoloniser. Et je vais vous donner 2 exemples historiques. Le premier, c'est 1801. En 1801, il y a une situation de fait. Toussaint Louverture est maître de Saint-Domingue, pour être royaliste. Il se donne le titre de gouverneur général de Saint-Domingue et il repose une forme et construit une société nouvelle, qu'on pourra critiquer aujourd'hui, mais il construit une société nouvelle en établissant, il fait une constitution, on appelle ça la constitution de l'Ouverture de 1801 à Saint-Domingue, c'est pas encore Haïti, ce soit en 1804. En 1801, c'est encore Saint-Domingue, et Toussaint Louverture fait une constitution où il dit que l'esclavage ne sera jamais rétabli à Saint-Domingue, et que tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau. Ça va beaucoup plus loin que la déclaration des lois de 1789. Ça va beaucoup plus loin. Il faut que nous comprenions ça très bien. C'est-à-dire la quintessence des révolutions du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle,
a été réalisé en Haïti. Mhm. Et il faut le comprendre. Et même, cette ouverture envisage, à ce moment-là, et envoie des ministères, crée des structures, des formes, pour quasiment proposer au premier consul de l'époque, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, une forme de fédération entre Saint-Domingue et la France. Donc il continue de se considérer comme français, mais en disant que, voilà, attention, à Saint-Domingue, l'esclavage et l'inégalité des races ne peuvent exister, entre autres choses. Et qu'est-ce que fait Napoléon Bonaparte? Il envoie donc l'expédition pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, rétablir l'esclavage en Guadeloupe, parce que la situation de la Guadeloupe est assimilée à celle de Saint-Domingue. Deuxième exemple historique, ça c'est 1946. Et là on va changer d'aire géographique. L'Asie du Sud-Est, l'Indochine. L'Indochine. Ho Chi Minh ils sont dominants au Vietnam. C'est eux qui ont chassé les Japonais qui avaient occupé l'Indochine. Et il y a une situation de fait très semblable à celle de Saint-Domingue de 1801, où ils se trouvent de fait à la tête du territoire. Et ils entament des négociations avec la France pour également envisager, nous sommes là en 1946, c'est-à-dire c'est toute l'ère d'émancipation des peuples. C'est toute l'ère précisément où la charte de l'ONU est prise, demandant la décolonisation, selon on parlait tout à l'heure, la décolonisation générale. On entre dans une ère nouvelle après les nazis. Et Ho Chi Minh envisage à ce moment-là une sorte une situation fédérale avec la France. Que fait le gouvernement français de l'époque de la quatrième, qui sortit en bas Hitler? Il envoie une expédition de reconquête de l'Indochine. Et ça donne la première guerre d'Indochine, qui est résolue en 1954 par la bataille de Dien Bien Phu. Donc, la France, on pourrait continuer, la Nouvelle-Calédonie, et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est-à-dire que la France a énormément de mal à concevoir la décolonisation. Alors, ça, c'est une des raisons, à mon avis, du point de vue historique, qui fait que cette situation perdure, et de tout, on peut trouver toutes sortes de semblants. Vous mettez côté si je vous vois, ne vois pas les quand même. Vous mettez côté si je vous vois. C'est-à-dire en sachant très bien que la question fondamentale n'est pas attaquée, n'est pas résolue. Donc il nous appartient à nous, j'allais dire aux Européens, si vous voulez, effectivement, de faire cette émancipation et cet effort de souveraineté jusqu'à ce qu'il aboutisse à ce qui sera, je suppose, une négociation globale. Mais ce n'est pas, disons, c'est pour ça que le débat n'est pas académique sur la question de telle ou telle question, il est fondamental. Il tient en fait à effectivement une volonté d'exister ou alors de continuer de subir, disons, les effets d'une imposition extérieure qui de toute façon ne pourra pas être résolue, puisque vous à 7000 km de toute façon. De toute façon, ça ne pourrait pas être résolu, évidemment. Tout à fait. Donc, et je n'entre pas dans d'autres considérations sur lesquelles on pourrait rentrer. Donc, par rapport justement à cette question de l'autonomie, puisqu'on va presque arriver au terme donc, de notre émission, ça passe vite, j'aimerais quand même qu'on puisse rappeler certains personnages, certains acteurs politiques de la Guadeloupe qui ont écrit, ou certains intellectuels aussi. On sait qu'on n'aime pas trop nos intellectuels, mais on a tort. On a tort. Nos intellectuels ont fait un travail fondamental et c'est tout l'intérêt aussi de cette émission. En tout cas, ce soir, c'est de montrer que vous avez matière à réfléchir, à penser dans des livres qui sont disponibles en Guadeloupe par des Guadeloupéens sur des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc, vous avez évoqué, professeur Sainton, Achille René Boisneuf, mais vous aviez aussi évoqué Rosan Girard, que vous avez, sur lequel vous avez écrit notamment. Votre livre est sorti, a été réédité récemment. Voilà, on voit à l'écran un des ouvrages de Rosan Girard, Les chemins de l'émancipation humaine, réflexion d'un révolutionnaire d'outre-mer. Il a écrit également, ça c'est le livre de Jean-Pierre Sainton, Rosan Girard, chronique d'une vie politique en Guadeloupe, la révolution est hors du temps. On a aussi, donc j'avais sélectionné quelques titres, je crois que j'avais mis d'autres livres de Rosan Girard sur justement... Est-ce qu'on va en avoir d'autres ?
Est-ce que je peux dire 2 mots sur 2 personnages que vous avez cités? Oui. Alors, je veux dire 2 mots sur Achille René-Boisneuf et 2 mots sur Rosan Girard, assez rapidement. Je ne vais pas m'étendre. Rosan, d'abord Achille René-Boisneuf. Achille René-Boisneuf, donc il est mort en 1927. Hein. Donc nous parlons donc vraiment des premières années du XXe siècle. Achille René-Boisneuf a fait quelque chose d'extraordinaire en 1920. Et je voudrais d'ailleurs que les intellectuels guadeloupéens d'aujourd'hui puissent s'en inspirer. En 1920, Achille René-Boisneuf a considéré toutes les lois et tous les codes et tous les règlements qui régissaient la situation entre l'État central français, le pouvoir législatif et les colonies. Pas simplement de Guadeloupe et de Martinique et de Guyane, mais aussi de Saint-Pierre et Miquelon, de tout. Et il en a fait un manuel. Ça s'appelle le manuel du Conseil général des colonies. Puisqu'à l'époque, le Conseil général pouvait avoir un certain pouvoir. En tout cas, c'était un lieu de lutte entre, disons, les hommes de couleur, qui étaient progressistes, les républicains pour la plupart, et la plantocratie, c'est-à-dire les hommes de l'usine, qui, elles, continuaient de considérer la Guadeloupe et les Guadeloupéens comme leurs biens. Et Rosan Girard, à partir de cette étude, va quasiment dire Missanou. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et pour restreindre le pouvoir des gouverneurs en Guadeloupe, pour restreindre le pouvoir des gouverneurs, nous sommes en 1920. Voilà ce que Achille René-Boisneuf, excusez-moi, fait. Bon, pour Rosan Girard, toutes les personnes intéressées pourront acquérir le livre, qui est une réédition. Rosan Girard est un personnage beaucoup plus contemporain, puisqu'il est mort en 2001. Et il a été le personnage certainement le plus considérable de la deuxième moitié du XXe siècle en Guadeloupe. Bien sûr, fondateur du Parti communiste, mais aussi qui a été un leader. Et en particulier, Rosan Girard, c'est lui qui est le porteur de l'autonomie moderne en Guadeloupe. Et Rosan Girard, en particulier, va insister sur un point, je ne vais pas dépendre de aujourd'hui là-dessus, c'est sur la capacité législative. Et il s'appuyait là-dessus, pas simplement sur les aspects idéologiques, mais sur sa propre expérience de député, en montrant qu'à travers son expérience de député, ça n'était pas possible de changer la Guadeloupe depuis l'Assemblée nationale française. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait un pouvoir guadeloupéen, appuyé sur une Assemblée élue démocratiquement, qui puisse effectivement élaborer la loi guadeloupéenne. Voilà. Donc là, j'espère que ça va nous pousser à lire les ouvrages de Rosan Girard, les ouvrages sur Rosan Girard. J'avais envie aussi, Monsieur Détouche, donc de vous inviter à nous parler. Vous m'avez évoqué Laurent Farrugia, qui a écrit Le fait national guadeloupéen. Donc je suis pas sûre d'avoir mis une image du livre que j'ai, mais que je n'ai pas emmené. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de Laurent Farrugia? Alors, je ne suis pas un très grand spécialiste de Laurent Farrugia, mais c'est vrai que c'est un homme qui a écrit aussi sur l'autonomie et qui a développé des idées se rapprochant d'une conceptualisation aboutie, d'une structuration pérenne, à la fois la nécessité d'obtenir un cadre juridique plus étendu permettant la responsabilisation politique des Guadeloupéens, mais aussi l'exercice de la responsabilité. Et souvent, de toute façon, l'idée d'autonomie était à la fois chez les communistes et Guadeloupéens, mais aussi chez Farrugia, chez Rosan Girard, un chemin aussi vers l'émancipation humaine, sociale, un apprentissage aussi politique et juridique permettant un jour d'accéder à la souveraineté. Et il faut revenir à ce que disait Jean-Pierre Sainton tout à l'heure sur la question fondamentale de la souveraineté. De tout, autant je vous disais tout à l'heure que l'exploitation serait peut-être le terme idoine permettant de comprendre en réalité sur quel terrain se sont développées les sociétés à la fois créoles, mais aussi créoles des Antilles, mais aussi les sociétés guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises et autres. Autant le mot souveraineté est le terme idoine qui permet de départager ceux qui ont une vision politique de la Guadeloupe.
c'est soit les Guadeloupéens acquièrent la souveraineté et s'acceptent, moi j'utilise le terme s'acceptent, en tant que peuple et nation, soit ils souhaitent que cette souveraineté ne soit pas d'actualité, ou en tout cas ne gouverne pas leur destinée. Et à ce moment-là, ils se soumettent à la volonté d'intégration ou pas de la métropole de la France hexagonale ou de l'État français ou je ne sais quel autre terme qu'on pourrait utiliser. En tout cas, une autre entité que celle qu'ils constituent manifestement. Si tu permets, oui, vas-y. Mais si ils se défont de leur droit d'autodétermination et du principe de souveraineté, ça signifie aussi qu'ils s'aliènent, c'est-à-dire qu'ils se donnent à l'autre. Oui. Ah ben Il a dit mettre faible en moins en bas. Mais tout à fait, mais c'est pour ça que la question est si fondamentale et en même temps si dévoyée. Parce que on a souvent tendance, y compris quand on veut rester dans le giron français, à quoi? Parce qu'il y a des Guadeloupéens qui sont attachés à la culture française, à la vie française et autres. Bon, et il y en a d'autres qui ne se reconnaissent pas du tout. Mais en même temps, on n'a pas cette capacité, en tout cas on ne l'a pas encore trouvée, et aucun leader politique loin s'en faut ne l'a trouvé, y compris chez les nationalistes. On n'a pas cette capacité à comprendre que la résolution de la question du devenir guadeloupéen se pose d'abord par nous-mêmes. Et il n'y a que nous, Guadeloupéens, qui pouvons la poser. Quelle que soit l'allégeance, entre guillemets, l'allégeance civique ou citoyenne que l'on peut avoir. Et ça, c'est une question dont il faut, vous avez eu raison et merci de nous permettre de nous exprimer, mais aussi de montrer qu'il y a des travaux universitaires qui sont faits, mais il y a aussi des travaux de personnes qui ne sont pas forcément universitaires, mais qui font de très bons essais, de très bons livres. Je pense à quelqu'un comme Georges Trésor aussi, par exemple, ou à José Toribio, qui a beaucoup écrit sur l'autonomie et qui a structuré quand même une pensée qui mériterait d'être analysée un peu plus profondément. Eh bien, il y a fondamentalement je dirais même pas un droit, Jean-Pierre, à exercer. Il y a un instinct politique à avoir, qui est l'instinct de comprendre que, en tant que Guadeloupéens, cette question-là, c'est d'abord nous qui devons la poser, quelle que soit la réponse que l'on peut avoir. Et donc, au-delà de ces intellectuels, il y a eu aussi des hommes et des femmes politiques qui, malgré les ambivalences politiciennes du moment, comme par exemple en 2003 ou avant avec la déclaration de Basse-Terre, je pense à Michaud Chevry, par exemple, et Antoine Carama en Guadeloupe et Alfred Marie-Jeanne en Martinique, Paul Valentino, qui, à l'époque de la départementalisation en 1946, avait quand même fait des propositions pour avoir un mode d'assimilation différent de ce que proposaient d'autres, c'est-à-dire avec la possibilité d'exercer un certain nombre de prérogatives politiques. Et puis, vous arrivez aussi à notre époque actuelle, où vous avez, par rapport à l'autonomie, une espèce de biguidi, où on ne sait pas trop si on doit utiliser le mot autonomie pour ne pas faire peur aux électeurs, ou si on doit au contraire appeler un chat un chat. Donc, on parle de domiciliation locale du pouvoir, mais quel pouvoir? Ça reste à définir, même si j'ai noté notamment dans la manifestation très intéressante organisée par le CAGI avec des élus politiques, où là il y a des précisions. Guy Losbar notamment a fait un certain nombre de précisions sur les terrains sur lesquels on peut aller en termes d'acquisition de certains pouvoirs locaux. Mais il reste que si l'on veut que la population s'approprie ces questions-là, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, mais il faut aussi que la population, les citoyens, fassent preuve de responsabilité et se disent que finalement, la politique ou le droit, ce n'est pas une affaire qui doit être tout le temps décidée par les autres, c'est une question qui concerne le vivre ensemble, comment on dégage en fait des voies permettant de vivre mieux. Et la Guadeloupe ne peut pas être dans une situation où on voit dans l'actualité, notamment, où l'on est toujours dans un rapport de force avec l'État, un État qui, dans le monde actuel en France, poursuit sa dynamique propre et qui est une dynamique très différente de celle qu'elle a connue, même à l'époque coloniale, qui est une dynamique essentiellement comptable d'ailleurs,
et technocratique. Et donc, il faut bien à un moment que les Guadeloupéens, effectivement, aillent chercher des informations, viennent au colloque, s'intéressent, écoutent pas simplement juste les politiques ou restent dans le moon à moon, mais il faut qu'ils agissent eux-mêmes en citoyens qui sauront ce qu'est une constitution, ce qu'est un statut, ce qu'est au-delà de ces questions un peuple, ce qu'est une identité, ce qu'est leur culture, et qu'on arrête de la vivre, mais qu'on se projette aussi dans l'avenir et qu'on la projette, cette culture et cette identité guadeloupéenne. Ce sera le mot de la fin. Voilà, on a déjà grignoté un petit peu. On va remercier donc nos deux intervenants en espérant que vous avez appris beaucoup de choses, puisque c'était l'objectif, hein. Une émission un peu pédagogique pour vous permettre d'avoir matière à penser, des références, des ressources pour nourrir le débat actuel. Donc merci Monsieur Détouche, merci Professeur Sainton. Et donc on va clôturer donc ce focus. Donc on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Harold Luce sera de retour dès lundi 3 janvier. Donc on va vous souhaiter un bon réveillon de la Saint-Sylvestre en espérant que vous serez prudents sur les routes. On ne veut pas un deuxième épisode après le 24 décembre. Donc soyez prudents, modération, gestes barrières, prenez soin de vous et puis bonne année. Merci, au revoir. Au revoir Jean-Pierre.